Ce jeudi 5 juin 2018 pourrait être inscrit en page d'or dans les annales de l'histoire politique du Bénin. Les députés de la 7e législature sont depuis ce matin réunis au palais des gouverneurs à Porte-Novo au cours d'une plénière. Au cœur de la plénière, la proposition d'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Les innovations à introduire dans la loi fondamentales ont suscité des débats houleux, il faut le dire, entre les députés de la majorité parlementaire et leurs collègues de la minorité parlementaire. Le vote a pris fin il y a quelques minutes. 62 députés équivalents aux 3/4 viennent d'approuver la prise en compte de cette révision. Nous passons ainsi l'étape de la recevabilité. Pour en parler ce soir, Saturne Djossou, bonsoir. Bonsoir Joël Tchogbe, bonsoir à toutes et à tous. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Et puis Ulrich Atindeou, vous m'accompagnez également ce soir, bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à nos auditeurs. Vigile Avancé, est-ce un coup de tonnerre lorsqu'on sait qu'il y a quelques mois en arrière, le même projet avait échoué? Pas du tout, de mon point de vue. J'ai annoncé il y a quelques jours sur cette même antenne qu'il était très probable que le projet passe. C'est que les députés, puisque ce sont des députés qui ont initié quand même cette fois-ci le projet, les députés n'ont pas pu s'engager, n'est-ce pas, sans être du moins assurés que cette fois-ci, ils ont la majorité, qu'ils ont l'arithmétique qu'il faut pour y aller. Et ça n'a pas manqué. Et moi, je crois que c'est presque le schéma qui était déjà là, hein, quand vous faites bien le point des députés, n'est-ce pas, au lendemain du 4 avril 2017. Et quelques semaines, quelques mois après, je crois que rien n'a fondamentalement changé. Au contraire, on annonçait donc beaucoup de déviations de la minorité à la majorité. Je crois qu'il n'en a rien été. Si vous voyez bien les chiffres, c'est 19 députés, dont une abstention, donc 20 au total. L'abstention comptant pour moi comme un vote contre, ça ne pourrait jamais compter en faveur, n'est-ce pas, du oui, mais ça compterait beaucoup plus. Ça compterait d'ailleurs au nom du non. Donc, qui vote abstention, vote non. Dans ce cas-là, et vous avez vu, ça n'a pas raté. Prenez ceux-là qui ont pu voter, on peut le deviner aisément, ceux-là qui hier avaient voté au titre des 22 ou 23 en avril 2017 et qui ont pu voter actuellement, oui, c'est la première secrétaire parlementaire, par exemple, Sophia Tchanou. Ce n'est pas secret, elle a dit aujourd'hui sur Radio Messie qu'elle voterait pour le projet, donc elle a voté pour. C'est par exemple le député, et ça, je suis d'accord avec vous, c'est étonnant, ça a été une surprise pour beaucoup, mais un peu moins pour moi, parce que encore là, c'est l'acteur politique béninois, insondable, illisible. Vous voyez, le député en prison, Atao Renouho. L'autre sujet, bon, il est en prison, il est député. Qui a envoyé donc une procuration. Il a envoyé une procuration. Quand on voit celui qui a pris la procuration, celui qui a usé de la procuration, on peut savoir à peu près le vote émis. C'est au député Badon Cornet, donc député du parti de Renouveau démocratique, et qu'il a remis la procuration. C'est lui qui a, disons, voté en sa place, donc il a voté oui également. Vous voyez? Donc, quand vous faites tout le point, n'est-ce pas, qui j'oublie encore là, le député Salé. Le député Salé, tout le monde sait que depuis, il est à la mouvance, il est donc de la majorité. Donc, quand vous faites tout le point, rien n'a fondamentalement changé. C'est des députés qu'on savait, n'est-ce pas, qui avaient migré de la minorité à la majorité au BMP, les positions donc sont restées. Ce soir, pour vous, inchangées. c'est une migration consommée pour moi, rien n'a changé fondamentalement. L'enjeu restera maintenant le vote du projet, parce qu'il faut expliquer donc à l'opinion que ce vote, pour la prochaine étape désormais, c'est l'adoption du projet en lui-même ou de la proposition de loi. L'adoption donc de la proposition, et ça passe par les 4/5e du Parlement. Les 4/5e. C'est là maintenant tout l'enjeu. Tout l'enjeu, et si les choses restaient ainsi, eh bien, ce n'est pas du tout gagné, parce que c'est 19 contre, donc 19 non, j'ajouterais ferme. Si ça restait vraiment ferme, vous comprenez que il faudra aller au référendum, auquel cas peut-être on n'aura même pas les moyens d'y aller. Peut-être il faut coupler ça avec les élections législatives, il n'en sait rien. Mais ça, c'est un autre débat. Saturne Djossou, je le disais donc il y a un instant,
L'année dernière, le projet initié par le gouvernement a échoué au Parlement. Cette fois-ci, c'est une proposition d'amendement de la Constitution. Et visiblement, cette proposition s'effraie un chemin qu'on peut déjà trouver un bon chemin. Bon chemin, parce que quand on faisait le débat, ce sur quoi tout le monde s'attendait, ou s'entendait, pardon, c'est de la nécessité de retoucher à la loi fondamentale de notre pays. Et ce qui avait été dénoncé entre-temps, si je dois les rappeler, c'est d'abord une procédure d'urgence qui avait été demandée par le gouvernement, qui a introduit le projet au Parlement, et certaines dispositions ou certaines propositions qui étaient à polémique. On voulait que, quand on donne le temps aux députés d'étudier ce qui a été envoyé, les constitutionnalistes plutôt étaient mêlés au débat, ont exprimé leur position sur certains points, mandat unique, septennat et bien d'autres dispositions. Et qui ont amené même certains députés au Parlement, quand on était au 4 avril 2017, à appeler ouvertement à ne même pas s'intéresser au contenu parce qu'ils disent que le contenu n'est pas bien et on demande d'ouvrir, pour ne pas paraphraser, dire que je paraphrasais là le député Guy Mitokbe. Et juste après, le procès qui a été fait à ces députés qui ont émis le vote défavorable, c'était que ils ne se sont pas donné la peine d'en arriver au moment où on devrait amender, puisque tout le monde s'entendait presque sur la nécessité de réviser, ils ne se sont pas donné l'opportunité d'étudier, d'arriver à l'instant où on devrait amender pour apporter leurs propositions, pour tester cette bonne foi de ceux-là qui sont accusés à tort ou à raison d'être des soutiens du président en place et qui, à ce moment-là, décideraient donc de faire tout passer puisque ce ne serait plus, comme c'était dit, au niveau des amendements, la loi de 3 quarts ou quadre, c'est la majorité qui dit est-ce que vous êtes pour cet amendement? Ceux qui lèvent la main si c'est la majorité, mais l'amendement passe. Si ce n'est pas la majorité, l'amendement ne passe pas. Donc il y avait de procès d'intention en ce moment-là qui avait peut-être amené les gens à rester sur leur position et à voter un non. Et si aujourd'hui on assiste à la recevabilité, je pense qu'on peut prendre ça d'un camp comme dans l'autre comme étant un avantage. Un avantage pour ceux qui ont voté non hier, parce qu'ils pourront dire plus tard qu'on les a accusés hier de ne pas donner l'opportunité au peuple béninois de faire le débat, de discuter du contenu, et que maintenant ils l'ont fait. Prendra témoin cette opinion. Si entre-temps des comportements par la suite amenaient à leur donner raison, et dans le camp de ceux qui avaient voté oui, parce qu'ils se diront, oui, nous avons finalement prouvé que nous n'étions pas de mauvaises intentions quand nous disions qu'il fallait accepter le projet que le gouvernement a eu à introduire. L'étape de la recevabilité est passée, on en arrive à l'étape des 4/5e, comme Virgile le soulignait tout à l'heure. Là, le problème va se poser. Si entre-temps, des députés qui ont voté maintenant non, il n'y en a pas parmi eux qui reviennent sur leur position, ce qui m'étonnerait, parce que s'ils ont des motifs... Ah non, il ne faut pas faire cette lecture des acteurs politiques. Ça peut changer. Ça peut changer. Ça peut changer. Ça peut aller dans un camp comme dans un autre. Je dis ça m'étonnerait, pourquoi? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Si vous avez trouvé des motifs solides qui, à votre avis, vous amènent à dire « nous n'allons pas recevoir », et plus tard, on vous oblige. Je prends ça comme étant une obligation parce que ça ne vient pas de vous, c'est la majorité qui a décidé. La majorité vous oblige à recevoir, à lire. Et maintenant, après avoir lu, vous dites « je suis d'accord », ça fait comme une mauvaise foi. Cela voudra dire que vous pouviez voter favorable et aller à cette étape avant de voter défavorable. Et si vous votez défavorable par la suite, cela voudra dire que vos motifs n'étaient pas solides. Maintenant, comme on l'a dit, c'est des hommes politiques, c'est changeant, leur opinion peut changer d'ici là, selon des raisons qu'ils auront. On ne leur fera pas le procès pour ça. Nous nous observons et nous décryptons, c'est tout. C'est mon point de vue. Ulrich Atindewu, le 4 avril 2017, un vote de refus pour la recevabilité du projet de révision de la Constitution. Le 5 juin 2018, on vote maintenant pour la recevabilité. On peut dire que le mythe de la révision de la Constitution tombe ainsi. D'abord, je tiens à préciser que ce n'est pas le même projet, comme l'a dit tout à l'heure Vigile, ce n'est pas le même projet. Entre-temps, on avait parlé d'une 50aine d'articles ou de lois qu'il fallait donc retoucher voilà, dans la loi fondamentale. Aujourd'hui, on parle d'amendements et nous avons 4 propositions. 11 articles à retoucher. 11 articles à retoucher probablement. Donc, je crois que la proportion aujourd'hui est moindre par rapport à ce qu'on a connu par le passé.
Maintenant, quant à la révision de la Constitution, je crois que tout le monde est quand même d'accord qu'à un moment donné, il faut réviser cette loi fondamentale, notre loi fondamentale. Il faut réviser la Constitution. Peut-être quand est-ce qu'il faut le faire, puisque déjà au temps de Kérékou, on avait déjà évoqué cette question. Yahi est revenu, le président Boni Yahi est revenu avec la même volonté de réviser la Constitution. Ça n'a pas passé. Aujourd'hui, on trouve que celui qui, au départ, avait dit qu'il fera un mandat unique, quand même, à celui-là, on peut accorder une certaine bonne foi pour dire, effectivement, on peut aller à cette révision, j'allais dire. Donc, aujourd'hui, que cette loi passe, je pense, pour ma part, que c'est une manière, peut-être, puisqu'on a constaté que l'opposition est restée droit dans ses bottes. Il ne faut pas peut-être tenir compte de des trois déficits, des trois qui ont rejoint peut-être le bloc de la majorité au cours de ce vote pour donc les opposants, les députés opposants qui ont migré en temps vers la mouvance présidentielle. Donc je crois que pour l'ensemble, le bloc existe toujours. Je veux parler du bloc de la minorité parlementaire. Mais un bloc fragilisé. Fragilisé, je dirais peut-être oui, je dirais peut-être, mais jusque-là quand même, puisque nous entendons déjà sur le fait qu'il faut à un moment donné réviser cette constitution, aujourd'hui on propose 4 amendements, je pense qu'il faut à un moment donné accepter, même si ça passait comme ça, je crois qu'il n'y a pas encore péril à la demeure, il n'y a pas, je ne dirais pas que d'aucuns ont perdu et d'aucuns ont gagné, mais je dirais que la démocratie, notre démocratie prouve encore une fois qu'elle est bien en place et que cette constitution qu'on a même encore envie de réviser a son mot à dire. Cette constitution nous permet aujourd'hui d'engager un processus qui quand même permet à tout un chacun de nous exprimer à un moment donné. Et je pense que ce vote, c'est-à-dire le fait déjà d'avoir accepté, nous sommes à l'étape de la recevabilité, donc, et c'est déjà un acquis pour ceux-là. Je pense qu'il faut donc continuer, quitte à voir le contenu, à étudier. Le président de l'Assemblée l'a dit tout à l'heure. Si entre-temps, les amendements, si les députés se penchaient sur le contenu du projet et qu'ils trouvent qu'on peut peut-être aller avec, et c'est là justement, je disais tout à l'heure, que des députés qui entre-temps avaient peut-être voté non, peuvent peut-être revenir si entre-temps on s'entend pour peut-être changer ou modifier conséquemment les articles ou du moins la proposition faite par la commission des lois, on s'entend pour donc enlever ce qu'il faut enlever, ajouter ou modeler ou reformuler les articles. Donc je crois que s'il y a consensus, ça peut passer. Maintenant, si ça ne passe toujours pas, je crois que ces députés qui déjà ont affirmé ou ont affiché leur position dès le début peuvent toujours revenir à la fin pour dire non, et quitte à ce que nous allions au référendum pour donc savoir ce qu'il en serait pour ces amendements. Alors, mais en attendant donc de déployer la loi référendaire sur cette question-là, Saturnin Djossou, une opposition fragilisée parce que nous avons suivi un peu les débats. Guy Dossou Mitokpe et ses congénères donc ont marqué une opposition par rapport à ces amendements, en tout cas des points précis dans ces amendements-là, mais quand même le projet, mais la proposition est passée. Est-ce qu'il faut parler d'opposition fragilisée? Virgile tout à l'heure indiquait des personnes qui avaient laissé des procurations, parlant de Atta Mohamed Henoko qui a laissé sa procuration à un député PRD, Corneille Padonou, et de Rosine Vieira Soglo qui a quand même suspect, non, un député de l'opposition confie une procuration à un député de la mouvance. Pourquoi? Bon, ça paraît... Suspect, ça situe plutôt le vote. Ça paraît anormal. Et ça vous donne déjà, quand on lisait les procurations, on a dit telle personne a reçu la procuration de telle personne, telle autre personne a reçu la procuration de telle, quand on a dit... Et ça lui a remis sa procuration au député à fort. Bon, tout de suite, on sait dans quel sens le député voterait. Quand on a dit à Taouren Oukwa laisser une procuration à Corneille Padonou, on sait tout de suite ce que cela pourrait donc signifier par la suite. Le vote était déjà connu avant même que les députés ne se prononcent par rapport à cette recevabilité. Peut-être sur la question, il y a des tractations qui ont eu lieu. Et comme on l'a dit, je l'ai aussi précisé tout à l'heure, la constitution du Bénin, on l'a prise. Elle a été prise comme un fétiche jusqu'ici. Quand touchera-t-on
à cette loi fondamentale. Aujourd'hui, le fétiche est profané, voulez-vous Non, dire? non, pas du tout. Non. Elle n'a pas été profanée. On oserait dire à l'étape actuelle qu'elle a été profanée. Elle a été de la volonté commune de tous les Béninois. Ce qui est en train d'être fait actuellement est également fait au Parlement. Et ce n'est qu'une étape qui est passée. Moi, j'ai écouté un responsable, pour ne pas dire un responsable de société civile, qui a souhaité que ça quitte le Parlement pour aller au niveau de la population, que les citoyens se prononcent. On n'en est pas à cette étape. Et vous savez que si on n'obtient pas les 4/5e, c'est le peuple qui est appelé donc, à se prononcer lors d'un référendum. En quelque sorte. Ça serait laissé à l'appréciation des Et initiateurs. ça rejoint le débat qui était déjà fait avant la première introduction, l'introduction du projet, quand beaucoup disaient que ce ne soit pas seuls les députés qui décident de cela, que cela aille au niveau du peuple pour que le peuple se prononce. Donc que cela aille au référendum. Et c'est des voix qui, même dans l'opposition, déjà disaient cela. Ce n'est qu'une étape qui est passée pour qu'on aille, oui ou non, à ce référendum. Donc moi, je ne pourrais pas... Oui, opposition qui, autour de la question, n'a plus gardé la constance, ben, la suite déterminera ce qu'il en sera, je pense. Vigile Avancé, une opposition fragilisée. Non, je ne pense pas. Il faut laisser l'opposition tranquille. Au contraire, avec la lecture de cette loi, enfin de ce vote-là, moi je trouve que l'opposition est restée droit dans ses bottes, plutôt parce que quand vous prenez les choses, c'est vrai que ce dont il faut avoir peur, c'est plutôt dans le camp BMP, hein, de mon point de vue. Et vous me demanderez peut-être pourquoi. Parce que quand vous lisez bien les choses, d'abord, le pouvoir n'a pas pu engager, n'est-ce pas, cette nouvelle initiative après donc cette gifle-là du 4 avril 2017 à 62 députés près. Je vous assure, ce n'est pas possible. Donc, forcément, il a dû avoir des députés sur qui on a compté qui ont étonnamment voté contre, qui ont voté non. Si vous prenez bien la lecture des choses, quand vous prenez à Fort-Bord, par exemple, avec sa procuration, il a dû voter pour, alors qu'à Fort-Bord, tout le monde savait le vote qu'il avait émis en avril 2017. Donc, dans le camp BMP, des gens ont voté contre. Donc, vous voyez des taupes dans le camp BMP? Moi, c'est vous qui appelez... Des Judas dans le camp BMP. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ils vous diront mais que... Quand Bruno Amosso dit quand même que de concert avec tous les députés du bloc de la majorité parlementaire, ils ont quand même initié le projet, ou bien la proposition, et vous trouvez que dans le même camp, il y a des gens qui ont voté contre eux? Est-ce qu'il y a Moi, je ne fais que la lecture des votes exprimés. Je ne fais que la lecture des votes exprimés. Donc, ça peut partir dans tous les camps. Et quand vous comptez bien les choses, on a pu, n'est-ce pas, compter sur des députés de la minorité qui n'ont pas bougé et donc qui ont continué à voter ainsi. Mais je vous dis, si le tableau restait ainsi aujourd'hui, où le vote allait se repriser, vous comprenez que l'histoire devait s'arrêter là. Tout au plus, il devait se contenter de ce nouveau pas effectué aujourd'hui dans le processus de la révision de la Constitution, parce que n'oubliez pas que les deux premières tentatives ont échoué, n'est-ce pas, n'ont jamais été appelées en plénière. Mais cette fois, bon, enfin, en avril dernier, en avril 2017 du moins, au moins le projet a été appelé en plénière, même si par la suite, le nombre de votes que cela devait recueillir pour la recevabilité, ça n'a pas pu recueillir. Donc c'était une étape, comment dit-on, supplémentaire. Mais cette fois-ci, c'est aller encore plus loin, puisque ça a reçu l'onction de la recevabilité et ça va être étudié, les amendements. Peu à peu, on se rapproche de la révision finalement. Vous me demandiez tantôt si le temple n'est pas profané. Non. Le mythe autour de la constitution du Bénin, finalement, la le mythe constitution est encore tranquille juste là, mais les menaces se rapprochent, on m'a dit. Mais on érode peu à peu le chemin. Bien sûr, Bon, moi, je ne compte pas parmi les fanatiques qui pensent qu'il ne faut pas réviser la Constitution. Je suis loin de là. Mais je pense que la méthode qu'il faut, n'est-ce pas, pour y aller, cette méthode, encore une fois, n'a pas été respectée. Vous voyez, le débat comme ça se fait. Je ne sais pas si vous avez écouté le président de l'Assemblée nationale à la fin. Il a même évité à l'Assemblée ces critiques-là. Il a dénoncé les choses parce qu'ils auraient pu continuer sur cette lancée. Ils auraient pu continuer. Le président de la commission ou le rapporteur aurait pu faire un rapport verbal. C'est admis également dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et l'étude des amendements, donc ils vont rentrer dans le fond, comme on dit, ils vont ouvrir l'enveloppe et commencer par examiner amendement après amendement. Cela est quoi? Expression
d'un empressement, d'une urgence, et ça n'a pas échappé au président de l'Assemblée qui a voulu corriger les choses, mais n'a pas tout à fait corrigé en parlant donc d'y aller en procédure d'urgence. Mais quelle urgence pour une constitution, un texte de loi qui engage tout un peuple? Moi, je ne dis pas qu'il faut aller par référendum, mais le débat d'abord. Les Béninois doivent être concernés quand on parle de couplage des élections. On doit pouvoir recueillir, n'est-ce pas, l'opinion, l'avis des techniciens, l'avis des Béninois, même, comme je disais hier, de la vendeuse de moutarde de Boycott, sur le sujet, pour ceux qui... Mais visiblement, avec ce qui s'est passé ce soir, je suis peut-être navré peut-être de vous dire que, bon, est-ce que votre vendeuse de Afeti, comme vous le dites, sera consultée? Non, c'est ça. Non. Le débat est au Parlement, entre les murs du Parlement. Quand on parle même de consultation, les gens pensent qu'il faut réunir quelqu'un dans un agora pour... Non, il ne s'agit même pas de ça. Mais rien que les débats, le débat qui a commencé, par exemple, pour l'autre projet, ils savent bien le faire, les députés, ils savent comment ça se passe, ils veulent y aller, mais on montre un empressement, on montre qu'il faut y aller parce que la menace n'est pas assez loin. Ça ne respecte pas l'esprit, de mon point de vue, de la loi constitutionnelle du Bénin. Ça ne respecte pas l'histoire même, la sociologie de cette loi-là. Et bon, même avec les bonnes intentions... Peut-être qu'avec la 7e législature, on apprend à réécrire l'histoire de cette constitution. On n'apprend pas à réécrire l'histoire. De mon point de vue, je pense qu'on ignore sciemment l'histoire du Bénin. On sacrifie cette histoire sur l'autel des intérêts immédiats, des intérêts politiques. On sacrifie cette histoire-là sur l'autel des intérêts politiques, de ses propres intérêts. Je me répète, on en est là. Mais de mon point de vue, rien n'est encore perdu. Si quelqu'un devait trembler ce soir, malgré ce qu'on a vu, je crois que c'est dans le camp du pouvoir tout de même. Parce que, vous voyez, si c'est en football, le match a été gagné sans marge. Il n'y a pas de marge. Même si on parle de score étriqué, le match était quand même gagné. Bien sûr, on a 3 points quand on est dans une autre compétition. Mais l'équipe ne laisse pas de potentialité, de mon point de vue, à moins qu'on est encore sur le terrain politique. On aurait tout donné hier pour dire que Ata Renouho n'aurait pas voté pour. Mais ben voilà, on en est là ce soir. Le Chatinez-vous, finalement, on peut rentrer dans le fond du débat. Une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle, oui, je dirais une bonne nouvelle, contrairement peut-être à Vigile Avancé qui disait tout à l'heure que bon, tout le monde n'est pas consulté, tout le monde devrait, la vendeuse de moutarde de Hunjuroto devrait être aussi impliquée. Je pense qu'il faut comprendre les démarches et les stratégies parce que nous sommes ici, il y a une proposition de loi, une proposition d'amendement de loi. Entre-temps, c'est le gouvernement qui a pris l'initiative. C'était un projet. Et le gouvernement a dit, pour le faire, il faut consulter les gens. Il y a eu la commission Djogbenou qui a statué. Il y a eu les représentations. Il y a des délégués qui ont réfléchi par rapport à la chose, même si après, on a appris que tous ceux qui étaient ou tous ceux qui faisaient les membres de cette commission ne s'étaient pas entendus sur un certain nombre de points. Il y avait tout de même cette commission qui a réfléchi, une représentation nationale pour réfléchir par rapport à la question. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape des propositions. Je sais que le moment viendra où la vendeuse de moutarde sera également concernée. Quand ça va échouer au 4-5e. Naturellement. Non, justement, on a commencé. Et c'est ça n'échouait pas. On en parle aujourd'hui. Mais si ça ne échoue pas, ben là, écoutez, vous l'auriez compris, la situation, nos représentants ont décidé en notre faveur. Est-ce que actuellement l'État, quand vous observez les signaux donc au niveau du Parlement, avez-vous l'impression que nous irons là, au référendum? Oui, nous irons au référendum. Vous êtes convaincu? Moi, je suis convaincu qu'on ira au référendum parce que Satunel l'a dit tout à l'heure. On devrait en être persuadé plutôt. Merci beaucoup. Donc, je suis de toutes les façons, je suis persuadé que nous irons au référendum. Pourquoi? Parce que avoir la lutte, c'est pourquoi tout à l'heure je disais que l'opposition reste, ou la minorité parlementaire est
encore dans son camp ou dans sa logique. Ils n'ont pas changé. C'est vrai, il y a eu des ralliements qui peuvent peut-être nous... Des ralliements naturels, hein, ça c'était connu, ces personnes. Non, je ne dirais pas naturel. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas du moins, c'est à Tao. Voilà. Oui. J'allais vous faire opiner sur ce cas précis. Un député de l'opposition qui, je vais donc le citer, qui estime que pour ces prises de position politique qu'il se trouve dans les mailles de la justice aujourd'hui, mais qui quand même trouve opportun de donner procuration à un député du BMP. Il y a eu des tractations et je ne vous apprends rien. Même, vous étiez à l'infirmerie de la prison civile de vous pensez que c'est une conditionnalité, une condition certainement. Pour que sa situation puisse s'améliorer ou du moins peut-être qu'on lui change de position ou qu'il retourne à l'hémicycle, je ne sais, mais on a les réseaux sociaux en ont largement parlé, comme quoi on a même évoqué le cas Valentin Djenontin. Si jamais il votait contre, il allait se retrouver de l'autre côté, il allait se retrouver aux côtés de son ami Atao. Il y a beaucoup de choses et on a même appris. Bon, enfin, ça, il faut faire. Les rumeurs toujours se confirment dans notre pays ici, le Bénin, comme quoi le président de l'Assemblée nationale aurait lui-même démarché des gens pour donc voter en faveur de cette... Mais ça c'est normal, puisque les tractations, on peut quand même aller sur ce terrain pour convaincre les collègues. Bon, encore que en tant que président de cette institution, il pouvait ne pas le faire. Donc il est député d'abord. Il est député. Et il appartient à un camp. Il est la deuxième personnalité quand même du pays. Pour son honneur, il pouvait quand même ne pas s'immiscer. Donc il pouvait les laisser. Il pouvait laisser ses collègues. Il peut, je ne sais pas si personnellement l'a touché pour démarcher les gens. Ben, il a joué son rôle. Bon, peu importe. Aujourd'hui, nous avons le résultat. Et c'est ça ce que je dis. Aujourd'hui, l'étape de la recevabilité est passée. Et aujourd'hui, il faut penser au contenu donc de cette proposition d'amendement. Voilà. Saturnin Djassou, doit-on faire le procès au président de l'Assemblée nationale voilà, de prendre parti pour faire des causes pour le camp auquel il appartient? Il est député après tout. Soit il vote oui, soit il vote non. S'il vote oui, on dira qu'il a pris fait des causes pour, en tout cas, il est d'ailleurs de la conférence de ces présidents-là qui ont signé, quand on dit Bruno Amosso, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Parlement, qui a désormais cette composition qui soutient le président de la République, oui, mais qui a à sa tête dans des démembrements donnés, des personnalités qui se sont retrouvées être présidents de partis politiques, des fidèles de proue de ce bloc de la majorité parlementaire. On ne saurait faire le procès à Adrien Oumbédi de voter, oui, c'est sa conviction qu'il a exprimée. Et par ricochet son appartenance à ce bloc, il a dit qu'il soutient les actions du président en place. Et si réviser la Constitution, si en ces points-là, il pense, si vous aviez écouté le ministre de la Justice quand il a pris la parole après les propos des différents députés, il a dit que le gouvernement s'associe à cette initiative des députés. Donc si par là, il exprime son soutien au président de la République, on ne saurait lui faire le procès. Donc vous dissociez sa position de président de l'Assemblée nationale et de celle de son appartenance à un camp politique. Mais il est président de l'Assemblée nationale, quelle que soit la loi qui viendra au Parlement, il va falloir qu'il vote. Et ce n'est pas parce qu'il est président que ça va compter pour deux ou qu'on dirait qu'a priori il devrait ne pas s'exprimer ou voter abstention pour dire oui, je suis le président. Non. Le président est venu de quelque part. Le président a un bord politique. Et le bord politique a dit, voilà la conduite que nous souhaitons tenir. S'il tient ça, c'est tant mieux. Cela prouve sa fidélité, sa loyauté à ce qu'il a voulu faire. Par la suite, contrairement à d'autres lectures que nous étions en train de faire, vous parliez du cas Atao Mohamed Henouho tout à l'heure. Pour avoir écouté Mohamed Atao Henouho, je sais qu'il est déçu. Il est déçu de cette opposition. De cette opposition dans laquelle il aurait souhaité certaines actions de certaines personnes qu'il n'a pas eu. C'est comme s'il n'a pas eu de soutien. Et il a évoqué sur son lit de malade au CNHU que ce qui lui vaut, tout ce qui lui arrive, c'est sa position par rapport à la révision de la Constitution. Il a eu à le dire, et vous l'avez écouté sur les réseaux sociaux, entre autres. Et si, après cette procuration accordée, il retournait devant la justice,
et que les choses s'amélioraient, ne soyez pas aussi étonnés qu'on finisse par pas tenir compte de son statut. Atao Mohamed Renro, c'est-à-dire là-bas le bon, voulez-vous dire? Le Vous se rachetez. salut est individuel. Hein. On a beau être député dans une cellule aménagée du chef de l'État. La liberté, ça n'a pas de prix. Si c'est le prix peut-être à payer pour lui, pour qu'il sorte de cette prison et qu'il retourne à l'Assemblée nationale, il a eu ses analyses, il a eu à faire ces analyses qui l'ont certainement amené à dire, bon oui, je donne ma procuration pour qu'on aille voter, oui. Et quand je sais qu'hier et aujourd'hui, ce qui a changé fondamentalement chez lui, c'est qu'il a des difficultés, c'est qu'il est député, oui, mais qu'il est en prison, et que de cette prison, il n'a pas le soutien de ses collègues, sinon de tous ses collègues députés qui pouvaient dire non, arrêtez la procédure parce qu'ils en ont les prérogatives, ne l'ont pas fait. Si c'est peut-être ça qui est rentré dans les négociations pour qu'il vote le oui, on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Il est un homme après tout. Et l'homme, il est libre. Mieux c'est quand il est libre. Donc voilà un peu ces considérations qu'on pourrait faire. Comme je l'ai dit, c'est tout à l'heure à l'étape quand les députés l'auront décidé, nous sortirons de cette studio pour savoir si ça a été reporté ou si ça a continué, qu'on verra les différentes prises de position. Et c'est là qu'à écouter certains députés du bloc de la majorité parlementaire, il y a quand même de l'assurance. De tous autant qu'ils étaient, celui qui m'aura le plus marqué serait le député Antoine Edji Kolaolé, et qui a quand même mis en garde chaque camp. On n'est pas mouvancier éternellement. On n'est pas opposant éternellement. Si on pense que dans une position de mouvancier aujourd'hui, de soutien à un régime présidentiel, s'il y avait des pièges, qu'il faut cacher ces pièges et faire passer ces pièges, on peut se retrouver demain dans l'opposition et se retrouver pris à ces pièges-là qu'on avait eu à admettre de par le passé. Et je crois que c'est rassurant. J'attends de les écouter. Ça vous rassure, ces propos. Surtout quand ça devrait en principe. Ils sont tenus par Edji Kolaolé, parce qu'il y a beaucoup, même Arifari, même Bako Arifari qui dit, nous sommes des responsables. Donnons l'opportunité à ce peuple de découvrir ou d'être convaincu que nous sommes des parlementaires, nous sommes responsables de ce que nous voulons faire, et ce qu'on soupçonne de nous, ce qu'on a toujours soupçonné de nous, ce n'est pas ça. Et moi, les inquiétudes que j'ai plutôt, c'est que, oui, la proposition vient des députés parce qu'on a parlé de proposition, mais déjà que des députés qui sont censés être contre le pouvoir d'un régime présidentiel proposent, parlant de la Cour des comptes, que le président de la Cour des comptes soit nommé par le président de la République, que les autres membres de la Cour des comptes soient nommés par celui que le président a nommé. Cela voudra dire qu'on laisse libre cours au pouvoir exécutif de disposer de cette Cour des comptes. Elle peut être inefficace par la suite. Donc je pense que là-dessus, le débat restera à faire, comme quelqu'un le dira aujourd'hui, qu'on appelle des spécialistes. Ceux qui ont eu à servir au niveau de la Chambre des comptes et qui ont connu des difficultés, ce pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'ici, ils pourront verser ça à l'actif des députés pour qu'ils sachent comment mener ce débat pour sortir une copie qui serait appréciée de tous et qui, pourquoi pas, serait votée par l'ensemble des députés. La question des femmes. J'ai entendu également les députés dire qu'entre-temps, quand ils avaient dit au moins 20% de femmes, la Cour constitutionnelle d'alors avait dit non. Parce que hommes et femmes, tout le monde est égal, en quelque sorte, devant la loi. Cette Cour qui avait dit non à 20% de femmes, est-ce que cette Cour-là va désormais accepter qu'on dise oui, il faut désormais forcément 30 femmes au Parlement? Moi, personnellement, pourquoi ne pas donner la liberté aux citoyens de décider si nous voulons voter pour 80 femmes à l'Assemblée nationale? Pourquoi ne pas donner cette liberté aux citoyens qui iront voter de pouvoir faire le choix de leur imposer une limite pour dire non, c'est 30 femmes qu'on veut au Parlement? Et les hommes, comme pour témoigner de leur gloutonnerie, ils n'ont pas voulu partager les 83 sièges avec les femmes. Ils ont dit s'il faut accorder une part belle aux femmes. Vous êtes un peu sévère, non, avec les hommes? Je ne suis pas sévère. Vous aussi. De glouton. Vous avez 83 sièges. Dans les 83, vous accordez difficilement quelques-uns aux femmes. On vous dit, bon, on veut une représentativité des femmes. Vous dites, nous sommes d'accord. Voilà les conditions que nous posons. Désormais, les 83 qui sont là, nous allons prendre les 83 pour nous. Et nous créons maintenant 30 autres sièges pour les femmes. Cela veut dire quoi? Les 83 que vous avez, vous n'étiez pas prêts à partager avec elles. Si elles doivent en avoir, qu'on leur en crée. Et si vous faites le calcul, c'est plutôt les hommes qui gagnent plus de sièges à l'Assemblée nationale. Entre-temps, il y avait la possibilité de vous retrouver dans les 83 au moins une ou deux femmes. Mais eux, ils auront tout au moins la probabilité d'avoir 83 sièges à eux seuls et 30 pour les femmes. Je trouve que c'est discutable. Et il faut qu'ils en discutent pour sortir des copies qui seront des copies pertinentes, acceptées de tous. Quand on reste là pour dire, bon,
J'écoutais le ministre de la Justice qui dit, même le président de l'Assemblée nationale, nous le devons à un homme. Le président de la République, non, pardon, à une femme. Même le président de l'Assemblée, c'est une femme qui a mis le président de l'Assemblée au monde, c'est une femme qui a mis le président de la République au monde. Je m'étais dit, mais... C'est une femme qui vous a aussi mis au monde. Je me dis, est-ce que c'est des arbres qui mettaient des hommes au monde? Quels sont ces arguments-là qu'on vient verser en plénière comme pour convaincre? Ça, là, ce n'est pas ça qui convainc. On sait que pour donner naissance à un homme, c'est un homme et une femme qui sont ensemble, c'est la femme qui accouche. Le contraire étonnerait. Donc, quand on vient tenir ça comme argument à l'Assemblée nationale, moi, je reste pour toi et puis j'observe. Ça, ce n'est pas des arguments. Après ça, faisons les débats sérieux et puis sortons les copies pertinentes, comme je le dis. Vigile Larancet, pensez-vous que la commission Bouillon, qui était donc installée pour écouter ces députés qui étaient sous le coup des levées d'immunité parlementaire, est-ce que vous pensez que on a agité ces mobiles-là comme armes pour persuader? Je ne vais pas aller dans ces raccourcis tordus auxquels vous faites allusion. Moi, je vais revenir au cas Atao. Vous dites que Atao est déçu de ses députés, donc ses anciens collègues de la minorité. Je vais dire... abandonné de tous. Je suis étonné et en même temps je souris. Saturnin, je vous ai bien écouté, rassurez-vous. Pas de la minorité, il a dit de l'opposition. Ça peut s'élargir au-delà des députés à l'Assemblée nationale. Donc, il aurait dû être déçu en premier, n'est-ce pas, de ces militants du réseau Atao. Le député Atao, c'est quand même au moins... Attendez, c'est au moins 13 000 voix quand même pour être élu dans la 15e circonscription à Kwakpa. Et donc, s'il n'est pas déçu, n'est-ce pas, de ces militants de Rakom, de Kowego, de Ayelawadjet, de je ne sais où encore, qui viennent manger ou qui viennent, n'est-ce pas, prendre de l'argent tous les matins chez lui et qui ont vu les choses se passer comme ça, sans la moindre désapprobation, sans murmure. Vigile Larancet, je vous rappelle quand même que le jour où on devait perquisitionner la maison du député, il y avait quand même eu des meutes. Moi, est-ce que je vous ai dit qu'il faut des meutes? Il n'a même pas eu le moindre communiqué du réseau Atao pour désapprouver la chose. Donc ceux de qui devaient être déçus d'abord, c'est ceux-là. C'est lui qui doit d'abord savoir quel genre de chef de parti il est, quel genre de parti il a, comment il a organisé le militantisme dans son parti. Moi, je suis déçu, mais moi, je suis déçu en tant qu'observateur de lui-même aujourd'hui, parce qu'il est illisible. Voilà un député qui dit qu'il a été jeté en prison, n'est-ce pas, parce que lui, il a voté contre le projet de révision de la Constitution. Aujourd'hui, on le revoit à l'œuvre, il vote pour. Et Saturnin me dit que non, c'est parce que hier, il avait voté, il avait des amis, et tout simplement, il a voté, il a fait le contraire. Mais dis donc, c'est ça un acteur politique, c'est ça. C'est ça le profil des hommes politiques qu'on a aujourd'hui. Être un acteur politique ne veut pas non plus dire qu'il faut voter les yeux fermés. Voilà. Écoutez, ce n'est pas parce qu'il est de l'opposition qu'il va voter, parce que cette proposition émane de la majorité parlementaire. Je suis désolé, encore une fois, je vous rajoute au député Atao. Je vous donne tous carton rouge. Un homme politique, c'est d'abord une conviction. C'est d'abord un idéal. Et il traîne les autres par cet idéal-là. C'est la preuve qu'il n'a pas de militants dans son parti. Il n'a que des amis, il n'a formé qu'un club, pour aller aux élections. C'est aussi simple que ça. Et ce genre de politique, ce genre d'acteurs politiques, il faut y mettre fin. Sinon, vous allez rester autour des micros, parler, dire est-ce que vous n'aurez jamais la solution, parce que c'est des gens illisibles, des gens changeants, des gens qui jouent seulement selon leurs intérêts. Vigile Larancet, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui que Mohamed Atta Orenro, depuis sa prison, sa cellule, n'a pas exprimé sa conviction? Qui vient nous dire alors demain qu'il n'a jamais émis, n'est-ce pas, cette procuration? Qui vient nous dire qu'il a fausseté sur sa signature? Qui vient nous dire, n'est-ce pas, qu'il a dit à ce député qui a reçu donc la procuration, qui lui a dit de voter non et qu'il a voté oui? Pourquoi voyez-vous le non systématiquement avec le député Atta Orenro? Il pouvait être en liberté mais voter oui. Moi je pense que les Béninois devaient être déçus de leur acteur politique à travers ces genres de spécimens. Il faut le dire. Moi, en tout cas, moi je ne m'embarrasse pas pour dénoncer cela, pour le dire. Ce n'est pas possible. Les militants, ou plutôt les électeurs, ne sont pas, n'est-ce pas... Bon, quand vous voyez la classe politique, hein, les élections telles que ça se passe, le député va acheter ses voix, après il va en faire ce qu'il veut,
et après le marché de dupes recommence, vous comprenez, vous êtes déçu vous-même parce que vous dites, bon, le député, après tout, s'il a tellement investi pour pouvoir acheter sa position, est-ce qu'il n'est pas libre? Est-ce que quand il a acheté le produit, il n'est pas libre d'en disposer comme il veut? Malheureusement, la démocratie, l'État, ce n'est pas ça. Il faut qu'on y mette fin. Quand vous soutenez ça, vous êtes libre d'avoir votre opinion, mais je suis loin de vous rapprocher. Saturé Diassou, voilà. Est-ce que Mohamed Atta Orenro, même depuis, voilà, c'est vrai qu'il a un séjour carcéral depuis quelques semaines déjà, mais peut-être que c'est avec de concert avec les militants, les structures de son parti qu'il a décidé de voter, oui. Je ne pense pas il avait la Renault à la prison. Je ne pense pas la visite est claire que de sa cellule qu'il a la possibilité de faire cette consultation dont vous parlez, parce que même à la prison civile de Cotonou, vous n'êtes pas. Je vous rappelle qu'il n'est pas encore sorti de l'infirmerie de la prison à ce jour. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser votre téléphone portable. On vous arrache ça. Mais des visites éclair. Quelle visite on peut profiter d'une visite. Vous pensez qu'il y a une salle de réunion là-bas qui pourrait réunir des militants ou les membres du bureau exécutif du parti Réseau Attao pour faire ça? En disant que Attao est déçu, je ne parle pas forcément des députés de la minorité, j'ai dit de cette opposition. Tu parles de quelle opposition? Moi. Puisque vous avez eu la chance et l'honneur de le voir sur son lit au CNHU. L'opposition s'étend au-delà de la minorité. Il y a des gens qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Les partis qui ne sont pas à l'Assemblée, c'est ça? Attao, par exemple, je peux vous dire qu'il est déçu du fait de voir Issa Salifou Saleh partir. Quand moi je l'ai écouté, il a eu à dire, j'ai fait des recommandations pour qu'on ne lâche pas Issa Salifou Saleh. J'ai dit ceci, j'ai dit ça, faites ceci, faites cela. Ça n'a pas été fait. Il est déçu de voir son ami partir. Et il est quoi aujourd'hui de le suivre? Je le dis ainsi. Je le dis ainsi. C'est pourquoi je vous dis que quand je parle de déception, ce n'est pas forcément seulement de cette minorité parlementaire. Et c'est facile de le dire. Moi, je vous renvoie peut-être aux archives de Radio Hémicycle ou de l'Assemblée nationale, des audios, où, au début de ce processus, lorsqu'il y a eu une séance, je ne me rappelle plus laquelle précisément, et on voulait parler de procuration. Un député avait dit qu'il avait la procuration de réseau de Mohamed Atta Orenro. Je ne vous dis pas quelle a été la réaction du président de l'Assemblée nationale à sa tribune. Je l'écoutais à la radio, mais c'est comme pour dire, nous sommes en train de faire du sérieux. Cette procuration, c'est comme pour dire, on n'en tient pas compte à l'étape actuelle. Parce que le monsieur qui a en moi la procuration est ci, est ça, est ci, est ça. Mais aujourd'hui, cette même procuration est acceptée. Ceux qui portent le projet de révision de la Constitution savent qu'ils sont obligés de composer avec des gens de la minorité pour l'avoir. Et quand vous écoutez les coulisses, certaines voix vous le diront, que dans les négociations, on a fait peser dans la balance, si tu avais des dossiers pour lesquels on voulait te poursuivre, on les laissera tomber. On attend. On les laissera tomber. C'est pour quand? C'est le on vous dira que ça fait partie des promesses qui ont été faites. Vous voulez avoir la preuve? Non, pas quelle preuve. Son soutien, son ralliement. J'ai appris en classe de... Attendez, j'ai appris en classe de CM2 que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Moi, j'attends de voir des choses. Je voudrais vous donner des exemples parlant de Issa Salifou Saleh qui pourrait déjà vous laisser vous suggérer ce qui se passerait. Il y a certains rassemblements de l'opposition qui ne sont pas systématiquement, qui ne sont plus, parlant de rassemblement, systématiquement couverts par Canal 3 Bénin. La chaîne de Issa Salifou Saleh. Le premier rassemblement qui m'avait déjà donné l'alerte, c'est quand l'USL faisait son congrès à Diefa. Mais les organisateurs étaient allés à Canal 3, il n'y avait personne pour recevoir de l'argent. Ils avaient de l'argent sur eux pour payer Canal 3 pour que Canal 3 arrive, mais il n'y avait personne pour venir. Ils étaient là à tourner en rond, à les tourner en rond pour dire. C'est comme il y a des consignes qui ont été données. Et je ne vous dis pas d'autres choses qui avaient bien... C'est pas que le travail des coulisses de rédaction. Qu'il y a des sujets sur lesquels des journalistes de Canal 3 auraient souhaité se prononcer sur la chaîne Canal 3. Mais les consignes ont été fermes. Vous n'en parlez pas. Point. Yahi ne serait pas venu à Diefa pour qu'on parle de la coalition C2D. Canal 3 ne diffusait pas. Canal 3 n'était pas là en ce moment-là. Comment essayer d'apprendre des informations? Vous connaissez qu'au-delà de tout, j'ai Salifou Saleh, Boni Yahi, c'est quand même une certaine amitié. Qu'on a dû récupérer la banque, qu'on a dû passer. Donc c'est des éléments, c'est des signes qui ne trompent pas. Et au-delà de tout, c'est comme je le disais tout à l'heure, il faut être à la place de Attao Mohamed Renro en prison pour savoir ce que vous avez. Cette difficulté. Il le disait sur son lit d'hôpital, je n'ai pas peur d'aller en prison. Mais entre je n'ai pas peur d'aller en prison et je n'ai pas peur de mourir et se retrouver en prison
et voir en face quelqu'un qui peut-être a la possibilité... Pourquoi vous passez votre temps? Le gars dit qu'il n'a pas peur d'aller en prison. Il est en prison et maintenant il n'a pas peur d'y rester. Non, moi je nous sommes dans des conjectures. Virgile, pourquoi vous ne voulez pas... On est libre quand même d'explorer les pistes possibles. Qui veut le tuer? Vous dites que... Ne voulez-vous pas... Même si on veut le tuer, mais... Moi, je n'ai jamais dit ça. Vous avez écouté Valentin Agostou-Diarontin tout à l'heure au Parlement qui disait, je sais que, ben oui, il y a des commissions qui écoutent, mais il y a déjà le truc qui a déjà rédigé là, ce mandat de dépôt. Il a dit ça tout à l'heure pour faire. Donc, les coulisses qui ont entouré ça, qui ont accompagné ça, il a fallu composer forcément avec des gens de cette minorité parlementaire. Merci donc à vous, Saturne Jossou, Vigile Laroncet, Ulrich Tindeou. Merci donc de nous avoir suivis, chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs également de Sika TV. L'intégrale, c'est encore demain. On se retrouve. Bonne soirée à vous.